Donc voilà pour la Commission nationale des débat public. Est-ce qu'il y a des réactions déjà à ce stade, des réactions, des questions? Je profite pour boire. Le tiers garant. Le tiers garant est un profil qui est... La CNDP, par exemple, est un tiers garant, c'est-à-dire quelqu'un de tiers qui garantit le bon déroulement de concertation. Mais dans les textes, le garant est voilà, une personne qui doit garantir des procédures de concertation, et nous avons 250 garants à la CNDP. Nous avons une liste nationale de garants, donc de personnes qu'on nomme à chaque fois qu'on doit réaliser des procédures. C'est une liste ouverte, hein, tout le monde peut le faire, parce que le principe, et là encore le législateur avait quand même bien pensé des choses, c'est le débat fait et garanti par la société, pour la société. N'importe qui parmi vous pourrait devenir garant de la CNDP. Bien évidemment, après, il sera formé, il ou elle sera formé, accompagné, etc. Mais ce n'est pas juste les personnes qui ont un certain curriculum, un certain profil, etc. On a vraiment des profils très diversifiés à l'intérieur de la liste nationale des garants, mais que bien évidemment, on accompagne, on encadre et on forme. Et ce sont des COSP, des collaborateurs occasionnels de service public, donc on nomme sur des missions précises. Et pour garantir certaines procédures de concertation sur des projets un peu plus petits. Lorsque nous faisons des débats à niveau national, on nomme des équipes un peu plus larges, pas forcément à l'intérieur de la liste des garants. Mais en tout cas, le concept et la notion de tiers garant renvoie à la présence d'une instance, d'une personne ou d'une instance qui est tierce par rapport au public et aux porteurs de projets ou de la politique publique, et qui est là pour garantir l'information, qu'elle soit correcte, ouverte, accessible, plurielle, contradictoire, et aussi le bon déroulement de la concertation. Mais garantit aussi des fois une phase qui est celle de la restitution, dont je voudrais aussi qu'on parle après, mais je me suis permise un peu de commencer à ouvrir déjà le débat, parce que parler voilà, toute seule, j'aimerais aussi que ce soit un échange, un peu un ping-pong, oui, si vous voulez. Et moi j'ai une question tout de suite, il y a combien de personnes qui travaillent compte tenu du nombre de dossiers que vous traitez et du nombre de plus en plus important de dossiers, puisque vous dites que vous êtes beaucoup plus sollicité? Oui, alors on est au-delà des commissaires dont je vous ai parlé, mais qu'eux, ils se réunissent une fois par mois. On est 14 personnes à la CNDP. Pardon, combien? 14. Nous avons à l'heure actuelle environ 80 concertations partout en France, et un énorme débat public sur les 4 façades maritimes de la France, sur les documents stratégiques de façade. C'est peu, et nous n'avons que 2 millions de budget. Vous voulez que je vous dise le budget de la démocratie représentative? Vous voulez que je vous dise le budget d'autres instances de démocratie représentative? Oui. On veut savoir. Je sais pas, le CESE, c'est 48 millions d'euros, par exemple. Conseil social, économique et environnemental. Et encore, c'est... CESE. Oui, CESE, C-E-S-E, oui. Et oui, peut-être que ça amenait une question, c'est effectivement, donc c'est ce qu'on appelait avant les CES, Conseil économique et social, et puis vous, donc, parce que ce sont aussi des instances de débat, très importante d'ailleurs. Qui sont en plus en région. En région, ça c'est les Césaires, et puis il y a un CESE au niveau national. Voilà. Les Césaires, ce sont des instances qui réunissent les corps constitués, les associations, etc., qui existent aussi au niveau national et qui sont fondamentales, sont les premiers acteurs vers lesquels nous nous tournons quand nous organisons un débat, mais qui sont là pour porter des intérêts, donc ils ont un point de vue. Donc c'est bien, c'est sain, et c'est plutôt sur leur niveau d'implication, de représentation qu'il faut s'interroger. Il faut peut-être remettre en instance aussi ces corps intermédiaires qui font la médiation. Je vous ai parlé tout à l'heure de la crise de légitimité démocratique et de représentativité, mais on parle aussi dans les dernières 10 ans, on a parlé beaucoup de la crise de la médiation, de l'intermédiation politique, notamment de la crise syndicale, de tous les corps constitués. L'intermédiation est aussi entrée en crise, et c'est peut-être cela aussi une clé, comment on répond cette intermédiation associative, syndicale, militante, etc. C'est important parce que la démocratie participative, elle ne peut pas pallier aux crises, aux différentes crises qu'on a évoquées. Elle est et on reprend peut-être aussi le titre.
elle est une piste, à mon sens, elle est une évolution des démocraties contemporaines, mais qui aujourd'hui, avec tous les systèmes, même l'administration ouverte, la manière de gérer les administrations publiques beaucoup plus circulaires, beaucoup plus bidirectionnelles vis-à-vis de l'usager, pour tout un tas de services publics, mais qui serait encore dans un rôle un peu unidirectionnel, descendant, du haut, etc. Donc il est normal que les démocraties s'ouvrent et évoluent au fil du temps. Donc la démocratie participative est aussi une forme d'évolution plutôt saine des démocraties contemporaines. Mais est-ce que c'est à la démocratie participative de pallier à une crise qui est la crise des idéologies, la crise des partis, la crise de la médiation? Est-ce qu'on n'aurait pas aussi repensé avec les acteurs de la politique au sens large, la manière dont la représentation pourrait être repensée ou faite ou déclinée, la manière dont l'intermédiation aussi peut recommencer à être plus en lien avec le terrain. Et là, la démocratie participative peut apporter des choses, peut être un complément, peut aider. Mais moi, je pense que d'abord, la réflexion doit être au sein de ces acteurs-là, donc des partis, voilà, des syndicats, des associations. Donc les CESER, les CESE ont un rôle énorme et incontournable pour moi dans le débat public au sens large, mais aussi dans la crise. Alors, il y a une autre question sur le CNDP. Merci. J'ai un problème de voix, mais je vais essayer de m'exprimer. Vous avez, je réagis, vous avez un budget qui est ridicule. Non, merci. Bon. Première question, l'État qui va décider vous accorde un budget ridicule. Je me pose la question, est-ce que vous n'êtes pas là simplement pour aller donner bonne conscience aux décideurs? Premier point. Deuxième point, le décideur, en fonction de ce qui va être émis par rapport à vos réunions, va devoir prendre une décision. Je mets en parallèle votre budget par rapport au lobbying, qui va directement activer les décideurs. Quand on voit le nombre de personnes à temps complet au niveau de Bruxelles, ça pose réellement des questions. Eux ont un impact direct sur le décideur. Et le troisième point, c'est peut-être la frustration d'une personne qui est dans vos instances, qui participe, qui donne un avis, et qui se rend compte finalement que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Merci. Alors, 2 millions d'euros, en effet, c'est très peu, et c'est le budget de fonctionnement des débats publics. Eux, ils sont payés par le maître d'ouvrage. C'est normal. Comme ils payent tout un tas d'études, il faut qu'ils payent aussi cette étape-là. Donc, un débat public coûte en moyen 800 000 euros, 1 million, 1,2 million, mais ça, c'est payé par le maître d'ouvrage, qui verse l'argent sur un fonds de concours à la CNDP. Nous le gérons, nous l'utilisons que pour le débat. S'il y a de l'argent qui reste, ce qui arrive souvent parce que nous sommes très parcimonieux, on le restitue bien évidemment au maître d'ouvrage. Mais le manque d'argent, des fois, ça nous a rendu aussi inventifs. Je vous fais un exemple. Lors du débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, on avait eu un budget qui était ridicule, 500 000 euros pour un débat qui était national, un grand débat. Donc on a dit comment on va faire. On s'est dit comment on ne peut pas être partout, parce qu'être partout signifie une salle, signifie la logistique, vous voyez, enregistrer, payer des boîtes qui, voilà, ou louer des salles, voilà, payer l'enregistrement, quelqu'un qui le met en ligne, c'est toute une logistique et une organisation. Donc on s'est dit, nous on fait un kit de débat, et on dit à tout le monde, organisez le débat. Voilà ce qu'on vous demande juste de faire, de choisir un thème parmi ceux-là ou alors un autre si vous le voulez, de respecter ces 2-3 règles de base et de nous faire parvenir le compte rendu. Donc parce qu'on ne pouvait pas être partout. Et ça a marché, ça a beaucoup marché. Donc on a eu, il faut que je retrouve le chiffre, mais c'était énorme parce qu'en plus le débat durait que 3 mois. Plein de débats faits partout. Cette méthode, dont on a compris tout de suite aussi quels étaient les biais et quels étaient les avantages.
L'avantage, c'était qu'elle nous permettait de démultiplier le débat sans que nous avions à nous déplacer. Mais ça, on l'invente. Quand on n'a pas de ressources, on est obligé d'être inventif, vous voyez, d'être un peu plus intelligent, on va dire. Et en revanche, on savait que ça provoque ce qu'on appelle l'isomorphie, c'est-à-dire que si vous demandez à un syndicat d'organiser sa réunion, ne cesse d'organiser son débat, bah vous avez les militants, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la même forme, donc de la même orientation de l'organisateur. Mais le fait qu'on en avait eu plus de 80 fait que, un coup c'est les syndicats, un coup c'est l'association, un coup c'est le porteur de projet, et bien les points de vue sont différents. Et donc la multiplicité du débat pallie au fait que chaque point de vue était à son intérieur homogène. Et ça, donc, à partir de ce moment-là, nous avons créé les kits de débat public. Et ça, je vais juste un exemple comment nous, on se prend. Évidemment, ça ne suffit pas. Et toute augmentation de budget est bienvenue parce que 14 personnes qui coordonnent, surveillent, instruisent les dossiers qui arrivent, qui qui font le suivi de comment vont les concertations sur le terrain, qui font la formation aux garants, qui réalisent les bilans. Voilà, c'est le site internet de la CNDP, c'est plein de choses. Hein. Donc, si nous sommes la bonne conscience du décideur, je ne sais pas, la CNDP, moi je tenais beaucoup à rappeler comment elle est née, de quelle demande de la société elle est venue, de conflit LGV Méditerranée, à quelles injonctions internationales elle répondait, à la Convention d'Aarhus, la manière dont ça a été pensé par le législateur est quand même très intelligente. Je vous fais un exemple. La Commission nationale du débat public peut diligenter des expertises alternatives ou complémentaires. Qu'est-ce que ça signifie? Que si dans le cadre d'un débat, un collectif ou un garant considère que les données de maître d'ouvrage ne sont pas complètes ou elles mériteraient une expertise autre pour être sûr ou qui la contrebalance, elle peut demander à la CNDP qui la paye. Pour le coup, la paye sur son budget pour une question d'indépendance. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette règle du Code de l'environnement, cette possibilité? Il y a en fait une chose qui est très forte politiquement, c'est outiller le pouvoir d'agir et outiller la critique sociale. Une association qui vient contester des données, mais qui n'a pas les moyens pour se la payer, elle exerce son droit d'avoir une critique sociale, mais elle n'a pas les moyens pour la payer. Le fait que les législateurs disent qu'il y a une autorité indépendante qui paye cette expertise, si tu considères que dans le cadre de débat, elle mérite d'exister, pour moi, c'est outiller la critique sociale. Et politiquement, le législateur a été de très haut niveau à ce moment-là, de très haut niveau. C'est pour ça que tout recul du droit qui peut être fait sur la participation est dangereux, parce que le système, il y a 25 ans, a été bien pensé au niveau du Code de l'environnement. Concernant votre dernière question, je pense que je n'ai pas raconté la fin de l'histoire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe une fois que nous essayons d'organiser les débats avec les 6 principes que je vous ai dit? Nous rédigeons qui donnent à voir si les débats pèsent ou pas, si nous pesons plus que des lobbies ou que d'autres, enfin nous, je veux dire les débats. Quand on organise un débat, je vous disais qu'on fait un compte-rendu qui donne à voir la cartographie des arguments, qui retrace un peu tout ce qui s'est dit. Et ce document-là est un document administratif, donc juridiquement aussi opposable, qui doit être de manière obligatoire publié 2 mois après la fin du débat ou de la concertation. Donc nous devons de le restituer. Et en 25 ans, nous n'avons jamais été, nos comptes rendus n'ont jamais fait l'objet d'un recours juridique. Donc on sait plus ou moins restituer plus que correctement, je dirais, la parole du public. Mais le code dit que 3 mois après la publication de ce document, le décideur, le maître d'ouvrage, doit répondre à l'écrit, publiquement. Si c'est une collectivité territoriale, la réponse doit faire l'objet d'une délibération de la collectivité territoriale. Et la réponse doit être argumentée. Donc, vous avez une réponse qui est obligatoire, ce qu'on appelle une reddition des comptes. On doit rendre compte de ce qu'on a retiré ou pas du débat. Et on doit dire pourquoi. Bien évidemment, un maître d'ouvrage peut décider de ne rien prendre. L'assumer publiquement, c'est quand même pas le maximum. Dire ce qu'il a modifié de son projet par rapport à la concertation ou dire bah, ok, moi j'arrête ce projet suite à la concertation parce que, je sais pas moi, c'est trop compliqué, parce que j'ai remarqué que les argumentaires sont suffisamment solides ou mis en exergue des choses auxquelles je n'avais pas pensé. 64% des projets qui sortent d'un débat public ne sortent pas comme elles sont rentrées. On a pris les données, on a voulu justement pour cette raison-là. D'un moment, on s'est posé la question, mais nous servons à quoi? Mais ces débats, ils ont un impact ou pas? Donc on a pris les projets
à 6 mois de la fin du débat public. Donc, notre compte-rendu a été publié, la réponse du maître d'ouvrage était arrivée, et on a vu que sur 91 débats publics, donc projets, 64% avaient été considérablement modifiés. 3 projets ont été abandonnés suite à un débat public. Maintenant un peu plus parce qu'à l'époque, je vous donne les dernières calculs qu'on a fait. Donc pas sur tous les débats, sur 91 et pas sur 106. Donc vous voyez, oui, la participation en effet, souvent ce sont des projets peut-être plus petits, des lignes à grande vitesse, mais je pourrais vous faire de nombreux exemples de projets où le tracé finalement qui a été choisi n'est pas celui qui était initialement proposé par le maître d'ouvrage, mais celui qui a été plutôt identifié par les participants. On a des projets dans lesquels même l'alternative a été prise en compte. Une autre chose très belle du Code de l'environnement, c'est qu'il dit que la participation doit permettre de débattre de l'opportunité d'un projet, oui ou non. On doit le faire, pas seulement comment on le fait, de ces alternatives. Et ces alternatives, elles peuvent émerger du maître d'ouvrage, mais aussi des participants. Une fois, j'ai présidé un débat public en Bourgogne-Franche-Comté sur la voie ferrée Centre-Europe Atlantique. Les SNCF étaient venus avec un projet d'électrification de la ligne. Donc électrification pour éviter les ruptures de charge, notamment le transport de fret, etc. Et au cours du débat, une association s'est montée d'opposants. Je vous laisse imaginer le bonheur des SNCF qui m'a regardé en disant l'association n'était pas là avant le débat, elle s'est créée avant le débat. Moi j'étais contente parce que c'était quoi? C'était l'activisme social qui se manifeste. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait qu'on en parle après, comment on évalue la qualité d'un débat. S'il a un impact sur le projet, s'il déclenche des dynamiques au sein de la société, si elle déclenche des manières différentes du système de s'y prendre, si on évalue ces 3 choses, on ne tombera pas sur le même résultat. Mais bon, pour revenir à mon exemple, l'association se crée et elle porte en fait un point de vue qui est de dire, mais au lieu d'électrifier la ligne, pour aller un peu plus vite, etc., il faut la régénérer parce qu'il y a vraiment des trous, enfin il y a des choses qui ne vont pas, il faut la remettre en état. Et bien finalement, SNCF a fait d'abord la régénération en premier lieu, donc l'argent a été mis sur une alternative qui n'était pas envisagée par le maître d'ouvrage. Vous dites, oh oui, bon, c'est un petit projet. Oui, mais ce sont aussi les gouttes qui font la mer. Et c'est le quotidien de pas mal de personnes qui ont participé à ce débat. Ce sont tout un tas de projets partout. Donc, je constate que la plupart des projets qui sont soumis à débat public à la CNDP, donc ceux qui passent par nous, les autres, on les voit par les autres démarches de participation, elles ont un effet. Il y en a aussi d'autres qui ne l'ont pas, ou d'autres par rapport auxquels c'est plus difficile de mesurer l'articulation à la décision, comment le décideur prend en compte les résultats d'un débat. Et c'est pour ça que nous nous sommes rendus compte et nous avons décidé de produire des avis sur la manière, sur la fameuse réponse du maître d'ouvrage. Quand il dit « Ok, voilà ce que je retiens, voilà ce que je ne retiens pas », nous avons décidé d'être un peu plus proactif à la CNDP et dire « Votre réponse prend en compte tout ce qui a été dit » ou alors « Votre réponse fait semblant de prendre en compte. En réalité, vous n'avez rien pris en compte. Vous n'avez pas répondu à ça, ça et ça. » Et ça, c'est très important parce que si on demande aux personnes de venir participer, de consacrer de leur temps personnel, au lieu d'aller au cinéma, au resto, voir les copains, voir les amis, voir la famille, de venir dans une salle débattre autour de quelque chose, un minimum de contrepartie, il faut leur donner. Le minimum, c'est restituer de manière fidèle ce qu'ils ont dit et répondre à ce qu'ils ont dit. Sans ça, et ça pour la CNDP, c'est un incontournable. Déjà, c'est prévu par la loi, heureusement, et la CNDP est très attentive à ça. Alors, il y a des fois où c'est plus fort, des fois où c'est moins fort. Mais si l'espace de la CNDP, si les arènes du débat ne comptaient pas, les lobbies ne viendraient pas. Pour moi, vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'inclusion des publics, il y a une certaine littérature qui appelle les publics les plus éloignés les publics faibles. Dans la littérature, on les qualifie de plein de manières, éloignés, faibles, marginaux, enfin voilà. Il y a aussi des acteurs forts dans un débat. Et quand un débat est ignoré par des publics forts, c'est pas bon signe. Mais lorsque tous les publics, toutes les grosses parties prenantes y sont, cela signifie qu'elles pensent, qu'elles considèrent que c'est là aussi que ça va se jouer. Donc je constate quand même que dans la plupart de nos débats, ce que vous appelez les lobbies ou les gros acteurs économiques, ils y sont.
Et ils ne perdraient pas leur temps à y être s'ils ne considéraient pas que là, peut-être, se jouait quelque chose. Voilà les quelques éléments un peu de réponse que je peux apporter. Bien évidemment, nous aimerons que les décideurs prennent beaucoup plus en compte et systématiquement les débats, parce qu'on l'a vu ce que ça fait si les débats ou la voix de celles et ceux qui s'expriment de manière plus ou moins pacifique n'est pas pris en compte. On prend une dernière question. Mais il y en a... vous laisse... Oui. Il y en a encore 2 questions. Oui, mais allez-y. Alors. Mais on est entre nous. Parce que vous avez encore une partie à traiter. Hein. Très petite partie, oui. Comment ? Oui, une petite partie sur la reddition des comptes, justement. En tout cas, déjà, madame, ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Et merci. Bravo pour la clarté que vous avez présentée. Malgré mon accent, je m'en excuse. Et bon, vous avez donc énuméré plusieurs principes, là, de manière claire. Hein, je pense que tout le monde a bien compris. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant derrière, c'est que tout choix méthodologique avait un fondement politique. Et ça, par rapport au principe d'indépendance, de neutralité, de transparence, d'argumentation, d'égalité de traitement et d'inclusion, on avait l'impression que, quelque part, dans le fait démocratique, il y avait à un moment un cercle de rationalité où pourraient les vrais porteurs, enfin les porteurs de projets légitimes pourraient parler, et qu'à force de discours pédagogiques, d'une rhétorique bien rodée, etc., tout le monde pourrait converger vers ce cercle de rationalité pour, à un moment, comprendre les choses d'une certaine manière, s'ouvrir, voilà. Pourquoi pas, hein. Mais on voit qu'il y a un petit peu cette vision-là qui est portée par notre président actuellement et qui provoque un mouvement social quand même extrêmement important, où il y a un conflit entre légitimité élective, politique et légitimité sociale qui se heurtent. Donc voilà, on s'éloigne un petit peu de cette vision un petit peu rationnelle de la démocratie. Et est-ce que la démocratie, après tout, ce ne serait pas la résultante d'un pur rapport de force? Et que pour le coup, si c'est un pur rapport de force, est-ce que le principe d'argumentation, duquel vous vouliez évaluer toute l'affectivité, hein, qui peut effectivement polluer un petit peu la raison, eh bien, est-ce qu'en fin de compte, l'affectivité, on n'est pas obligé de la prendre en compte parce qu'elle fonctionne aussi avec la raison et aussi avec la rationalité argumentative. Donc voilà, il y a une équation là qui est un petit peu difficile à atteindre, un équilibre qui est difficile à atteindre, mais comment vous l'appréhendez? Il y avait une autre question par là. Allez-y peut-être, si vous voulez bien répondre à cette question, parce qu'elle est complexe. Oui, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais si j'ai bien compris, vous dites qu'il y a des rapports de force qui sont beaucoup plus efficaces. Pas plus efficaces, qui existent en même temps que la rationalité. Oui, mais après, venons aussi sur la rationalité, parce que quand je vous disais tout à l'heure, je parlais du syndrome TINA, et du fait qu'on a des arguments, enfin, ce qui rentre du champ du rationnel et de l'irrationnel, je pense que ça mériterait aussi un débat, aussi avec des philosophes. Or, moi, je ne suis pas philosophe, mais je pense que là, il y a quelque chose à travailler, parce que quand on est face des fois à des positions soi-disant rationnelles qui se radicalisent autant de point de vue technique, hein, je veux dire, je parle par exemple de certains ingénieurs ou techniciens qu'on a eu des fois face à nous et qui font de leurs solutions techniques un dogme incontestable, et donc en religion, et donc on rentre dans une approche qui est passionnelle. Alors la passionnalité de l'irrationalité, de quel côté est? Parce que des fois, on a des personnes, des techniciens, des ingénieurs qui se radicalisent autour de leurs solutions. Dites-moi où est la rationalité dans ces cas-là. C'est pour ça que je vous invitais à considérer comme un argument valable, un argument qui ne repose pas que sur des éléments éminemment techniques ou scientifiques, mais sur des arguments d'une autre nature, éthique, sociale, environnementale ou d'autres, qui ont exactement la même dignité et le même poids. Sur le rapport de force, il existe, mais l'argumentation est une force. La force des arguments est quelque chose qui est énorme.
la force de l'argument, même de l'argument autoritaire pour faire réagir. Vous savez, quand il y a un conflit environnemental, mais pas que urbain ou d'autres, en général, on est contre quelque chose pour 3 raisons. Si c'est un projet, mais aussi une politique publique. Parce qu'on considère que ce projet, ça fait du mal à moi, à mon corps, à ma santé ou à mon cadre de vie. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est parce que je considère que ce projet, même s'il faisait pas mal à mon corps, à mon cadre de vie, il véhicule un modèle de société, de développement économique auquel j'adhère pas, par idéologie, par conviction, peu importe. Puis là, une troisième dimension de conflit, qui est, même si ce projet ne me faisait pas mal, même s'il véhiculait un modèle auquel j'adhère, mais la manière dont il a été décidé ne me convient pas. Le conflit de procédure. Lorsque vous avez un projet ou une politique publique qui cumule les 3 dimensions des conflits, on est dans un impasse et dans une radicalité. Si vous regardez les titres des livres de tout un tas d'opposants, Notre-Dame-des-Landes, Sivens, leur titre est lequel? Je me souviens, Sivens, c'était un barrage contre la démocratie. Notre-Dame-des-Landes, un mensonge d'État. Sans cautionner, je ne rentre pas dans le débat si ces personnes avaient été dans le tort, dans la raison. Je ne rentre pas dans cela. Je reste absolument dans mon rôle neutre. Mais si j'observe et j'analyse en termes argumentatifs le titre de ces livres, laquelle des 3 dimensions de conflit elle pointe? La dimension démocratique, la dimension de la manière. Barrage contre la démocratie. Ils ne disent pas le barrage inutile qui fait de mal à l'eux. Ils ne disent pas l'aéroport qui pollue. Ils disent, je vais faire un exemple bien évidemment, ils disent un mensonge d'État. Donc ils pointent la manière dont ce projet a été amené. Donc il y a des arguments qui peuvent déclencher des fois des oppositions. Les arguments ont une force, il ne faut pas les sous-évaluer. Nous arrivons des fois, la CNDP crée des espaces de débat où les rapports de force, des fois, se changent complètement, où il met en exergue un énorme déséquilibre, des asymétries qui sont in fine inacceptables ou plus acceptables. Et je pense que le conflit récent auquel vous faites référence à l'heure actuelle est malheureusement un conflit qui cumule ces 3 dimensions. Et la dimension démocratique, finalement, était celle qui l'a fait exploser davantage. Et c'est pour ça que peut-être, des fois, quand on a réagi en vitesse à des conflits de ce type-là, je pense qu'il serait plus sage de s'attaquer tout de suite à la dimension qui tient à la procédure, à la manière de s'y prendre. Donc à la manière, on va dire, démocratique, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre... Mais... Je crois qu'il y avait une question ici avant. Hein, il y avait une question ici. Si, là. Allez-y. Oui, j'avais... C'est un micro? Non, sans le micro, si possible. Est-ce qu'on vous entendra mieux pour l'enregistrement, c'est plus facile. Merci. Oui, j'avais une question à vous poser, enfin même 2 questions, sur notamment la société civile et sur les saisines. Est-ce qu'il y a une façon pour un citoyen lambda qui se constitue par exemple, qui fait partie d'une association ou tout autre type d'organisation, de vous saisir? Et question subsidiaire, est-ce que vous avez eu des débats sur Sainte-Soline et les méga-bassines? Ah mais ce soir, sur des sujets chauds, je vous rappelle qu'on est une autorité neutre. Non. Et, alors oui, on n'a pas, on peut être, il y a un certain nombre de parlementaires et d'autorités publiques qui peuvent demander à la CNDP d'organiser un débat. Mais les associations environnementales aussi ont un droit d'initiative, un droit de saisine qui peut être activé sur des projets précis. Donc ça c'est possible. Par exemple, le débat public sur la mine d'or en Guyane a été fait parce qu'une association environnementale FNE nous avait saisi. Donc on a fait ce débat public d'un projet qui, au passage, a été abandonné pour le moment. Et non, nous n'avons pas été sollicités sur la gestion de ce que pour certains sont des retenues et pour d'autres des méga-bassines. Sur cette question-là, nous n'avons pas été saisis ni sollicités. On a produit une note, nous, à la CNDP, sur tout ce qui avait produit les démarches de concertation sur l'eau, SAGE, schéma d'aménagement, de gestion des eaux, etc. Et on a dit une chose qui est très importante dans cette note. On a dit qu'il faut repenser la gouvernance autour de l'eau parce qu'elle est illisible et parce qu'elle n'est pas suffisamment ouverte. Donc, mais ça, ce n'est pas la première fois. Vous voyez, quand on a fait le débat, le fameux débat à 500 000 euros de budget où on a inventé, dans ce débat-là, 2018, on a
on avait dit, attention, c'était un débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc vraiment la transition énergétique, etc. Et on avait vu qu'on avait fait plein de choses. On avait aussi réuni 400 personnes tirées au sort un jour à Paris à l'Assemblée nationale où on avait débattu des questions de transition énergétique. Et ils nous avaient tiré un peu la sonnette d'alarme en disant la transition, elle risque d'être injuste sur tout un tas de populations. Et on l'a dit dans le compte-rendu, et je me souviens qu'à l'époque, le président, la personne qui a géré ce débat, quand il a présenté à l'oral les résultats, il a dit il y a un gros risque de jacquerie fiscale. 3 mois après, les gilets jaunes étaient dans la rue. Je pourrais vous faire d'autres exemples de ce type-là, comme la note sur l'eau qu'on a produite, où on a dit, il y a quelques mois, attention, il y a un sujet sur la gouvernance de l'eau. Donc ce que nous faisons et nous disons, on le fait parce qu'on est au plus près du terrain. Et c'est ça qui est un peu dommage des fois, que ce ne soit pas suffisamment relayé ou entendu ou pris en compte comme il se doit. Donc, ou comme il se pourrait. Qu'il y ait eu effectivement ce débat. Ça reste à faire, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il aurait amené, mais en tout cas, voilà. Non, je pense que le sujet n'est pas fini, non. Oui, je me permets de poser une question, parce que vous avez évoqué le thème moteur de l'environnement, bien sûr, pour le CNDP, et puis son impact sur le code de l'environnement. Vous avez parlé plusieurs fois du code de l'environnement, mais en France, le problème qui se pose, c'est qu'on a un code de l'environnement, mais qui n'a absolument rien de transversal. C'est-à-dire qu'à parallèlement au code de l'environnement, vous avez un code de l'urbanisme, vous avez un code rural, vous avez un code du patrimoine, voilà. Et derrière ces codes, il y a des ministères et puis il y a des lobbies. Et comment vous arrivez comment dirais-je, à dépasser ces cloisonnements, parce que c'est des cloisonnements qui sont terribles, terribles. Voilà, chacun voit le débat public à sa sauce et au profit de son propre sujet. Le code du patrimoine, sur le paysage, vous l'avez dit vous-même, concernant les éoliennes en mer, c'est un très bon thème, les éoliennes en mer, parce que alors, vous avez le code rural et de la pêche, vous avez le code de l'environnement, vous avez le code de et ces 3 lobbies vont avoir des conclusions totalement différentes. Comment arriver, avec les moyens que vous arrivez à réunir tout le monde autour de la table? Parce que c'est des lobbies très forts. Mais en même temps, on espère que vous réussissiez. Hein. Ça ne doit pas être facile. Non, ça ne l'est pas. Je vous le confirme. Et quand je suis dans ces cas-là, je prends mon article L121-15-1. Vous avez remarqué, j'aime beaucoup le code de l'environnement français, qui pour moi est quand même une jolie Bible, parce qu'il dit la chose suivante. Alors, l'intercodalité, c'est un casse-tête, on n'y arrive jamais. Enfin, c'est quand même absurde qu'on active une procédure de concertation sur un PLU, plan de local d'urbanisme, puis on va voir la CNDP pour une mise en compatibilité de PLUI. Et donc, les codes ne se parlent pas. Il faudrait qu'ils se parlent un peu plus. Donc l'intercodalité, on en sait quelque chose de comment, tout simplement, on n'arrive pas à la faire. Et c'est quand même un peu bizarre. Mais quand je suis dans une situation comme celle que vous voyez, moi, quand je vais voir les gens, je dis que la concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques, de tout. Donc même le fait de ne pas faire ou faire un projet. Mais ça, on en a déjà parlé. Puis, et là, ça devient très beau l'article, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent au projet, ainsi que leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement de territoire. J'ai socio-éco, aménagement, environnement. Que personne vient me dire qu'un thème ne rentre pas dans le débat, que les coûts, aspect financier, ne rentrent pas, que l'aménagement de territoire urbain, autre chose, mobilité, ne rentre pas. Parce qu'il y en a qui disent non, mais attendez, c'est bien gentil, ça c'est la mobilité, c'est pas l'environnement. Ah ben non. Article L115-1 du Code de l'environnement. Et l'environnement au sens large, l'espace comme construction sociale, tout peut réentrer dedans. Que la manière dont nous trouvons pour mobiliser tout le monde, c'est que le débat doit permettre de débattre des enjeux socio-économiques, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, puis des solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre. Donc, on essaye, à travers les ressources législatives qu'on a, d'élargir les thématiques, de faire de la transversalité. Et je dois dire que, dans un débat CNDP, puisque c'est nous qui décidons les thèmes,
les acteurs qu'on vit. Nous travaillons beaucoup avec les pêcheurs, beaucoup avec le Centre national de paysage, enfin, notamment sur l'éolien. On mobilise très largement. Parce que si on se réduisait aux stricts impacts environnementaux et sur la biodive des projets, bah, c'est pas ça un projet, je vous le disais tout à l'heure. Donc nous, on essaye d'ouvrir, tant qu'on peut, on le fait. Mais vous avez tout à fait raison à pointer les limites de l'intercaudalité ou d'autres types d'acteurs. Ouais. Qui veut intervenir encore ? Oui, merci pour votre exposé. Une question toute simple. Est-ce qu'il est possible en France d'avoir une démocratie participative satisfaisante au vu des institutions de la Ve République à un niveau national qui sont quand même très descendantes? Je prends un exemple tout bête. En Espagne, il y a le cas de la ville de Barcelone, par exemple, avec la maire Ada Colau, qui est arrivée au pouvoir avec tout un système de construction démocratique. Au niveau local de certaines municipalités en France, je pense à une vieille nom dans l'Est avec un maire qui a mis tout un système en place, mais au niveau national, on n'y arrive pas. Et la crise démocratique, elle est peut-être liée au fait qu'on peut inviter les gens à débattre, mais là, l'exemple qu'on a eu est quand même assez édifiant, avec la crise des retraites, où finalement on a débattu, on a discuté, on n'a jamais autant discuté. On se réunit, il y avait encore une manif ce soir avec des gens qui discutaient, qui échangeaient dans la rue. Et puis finalement, bon, bah, ça ne sert à rien. Donc, est-ce que c'est possible avec des institutions aussi verticales que celles qu'on a dans la Ve République, qui date de 1958? Et démocratie participative, pour moi, c'est Ségolène Royal en 2007. Ouais, il y a un problème. Mais ça, voilà. Alors, il est clair que nous ne bougeons pas avec les mêmes voitures de 1800, quand il n'y en avait même pas d'ailleurs. Enfin, les premières, je pense, c'est fait fin 1800, non? On n'en parle pas avec le même téléphone il y a 40 ans. Donc, effectivement, se pose la question de est-ce que nos institutions démocratiques, est-ce que les infrastructures démocratiques matérielles et immatérielles, elles sont à la hauteur des défis actuels? Je pense que ça mériterait une vraie réflexion. Mais l'exemple que vous donnez sur la réforme de retraite me refait dire ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la démocratie participative est une évolution voilà, et qui n'a pas besoin d'attendre d'ailleurs la modification des institutions, mais que cela se passe aussi par une refonte du système partitique, des institutions. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On ne peut pas aborder les sujets des crises écologiques, de légitimité démocratique, si on ne réponse pas le politique, son système de représentation, son système de médiation. Donc je vous rejoins complètement sur la nécessité de repenser, habiter la contemporanéité de nos démocraties et adapter aussi les institutions qui vont avec. Sur le fait que la démocratie participative, sur le rôle de la démocratie participative, je pense elle est déjà un peu avant des fois, et je me situe pour le coup en dehors du cadre de la CNDP. La CNDP, je disais, c'est le service public de la participation, c'est la participation d'État. C'est quand même l'offre que l'État permet. C'est une procédure à laquelle je crois et je tiens beaucoup, si elle reste indépendante. Ça, c'est très important. En revanche, ce n'est pas la seule chose qui existe, et heureusement. Il y a, par exemple, j'ai récemment étudié la ville de Naples, qui est la ville dans laquelle je suis née, et en Italie, en ce moment, il y a tout un mouvement autour des biens communs. Il y a un ferment énorme autour des biens communs, plein de collectifs qui se sont mobilisés pour se réapproprier des espaces négligés, mais des espaces magnifiques. Et ils en ont fait une réqualification matérielle et immatérielle, et ensuite ont proposé de les faire en fait reconnaître par les pouvoirs publics via un institut juridique qui s'appelle l'usage civique. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé beaucoup à Naples, dans 11 espaces occupés qui ont été en fait restitués à la population, mais par la population elle-même. Pour moi, ça, c'est une forme de démocratie qui n'a pas besoin
d'attendre les formes d'institutionnalisation. Il faut aussi qu'il y ait des formes d'engagement et de démocratie participative qui échappent à toute forme d'institutionnalisation. Je le dis, en étant dans une institution qui fait la démocratie participative institutionnelle, elle a besoin de continuer à exister en dehors des murs. Et ça, c'est primordial. Je siégeais en Italie dans le correspectif de la CNDP, où on avait plus ou moins les mêmes règles, mais il y avait une chose qui était aussi très bien. Nous avions un fonds de l'argent à distribuer aux démarches spontanées de démocratie participative. Et je trouvais ce fonds de démocratie participative quelque chose de très beau et très important. J'aimerais bien un jour, j'aimerais bien que ça puisse se faire en France. On essaie de le proposer un peu régulièrement à la CNDP, mais c'est très difficile. Je pense que une vraie réflexion à l'échelle nationale s'imposerait sur les institutions, les nouvelles institutions contemporaines. Je suis complètement d'accord avec vous. Question. Oui, j'ai une question. Ce qu'on constate en France au niveau de la démocratie, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Donc on peut se poser la question sur la représentation de notre démocratie. Et par contre, quand il y a eu le grand débat, alors là, il y a énormément, partout, dans tous les villages de France, les gens sont venus débattre, on a débattu. Aucune conclusion de ce grand débat. On a l'impression que les conclusions des débats ont été mises dans des archives. Est-ce que ça n'éloigne pas non plus les gens du débat, de faire des débats, ou alors, par exemple, à Quimper, de faire une consultation, on demande aux gens de voter, et puis après, on prend la décision contraire par rapport à la majorité, et on dit « mais ce n'était que consultatif ». Donc, on éloigne, et effectivement, on crée des tensions à ce niveau-là. Je dirais que... Vous voulez le micro? Comme ça, vos amis vous écoutent, vous entendent. Je compléterai ce que dit Madame. En 2005, quand on a demandé aux citoyens de voter concernant la Constitution, et que les citoyens ont rejeté la Constitution, on est passé par le Parlement. Maastricht. En expliquant tout simplement que ceux qui n'avaient pas voté pour la Constitution, ce sont des gens, des citoyens qui n'avaient pas lu. C'est faux. Ils n'avaient pas compris, c'est faux. Là, il y a un rejet du citoyen par rapport au système. Et ils ont fait le copier-coller aux Pays-Bas. Et c'est le terreau de ce qui se crée aujourd'hui, je pense. Le traité de Maastricht. Oui, tout à fait. Oui, non, le traité de Maastricht. Et les traités de Nice, Vous laisserez répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Parce que la CNDP a été aussi un peu engagée au démarrage dans le grand débat, puis on s'est retiré. On s'est retiré pour des questions justement d'exploitation des données à la fin. Et donc on a considéré opportun de laisser le gouvernement faire parce qu'on n'avait pas toute la marge de manœuvre pour agir comme on le souhaitait. Et ce qui était le droit du gouvernement, cela dit, il faut quand même... C'était quand même une bonne chose, le débat. L'idée d'avoir un grand débat suite à un mouvement de crise si fort et de dire on s'arrête et on se parle, moi j'ai trouvé très courageux et très bien cela. Donc c'était vraiment quelque chose qui était bien. Après, le gouvernement souhaitait l'organiser lui-même. Nous avions fait des propositions, on était engagés, puis on s'est retiré sur des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, notamment le fait de pouvoir nous rédiger en toute autonomie la synthèse de tout ce matériel. Mais voilà, il est clair que pour nous, la reddition des comptes, c'était ça. Il n'y a pas eu de synthèse, voilà, justement. Il n'y a pas eu cette restitution. Non, il y a eu des synthèses, il y a eu des restitutions qui ont été faites par des prestataires qui ont analysé. Je ne sais pas s'ils ont analysé tout le matériau ou une partie n'a pas été analysée. En tout cas, il y a plusieurs analyses à en tirer. Parce qu'il y a l'analyse qui a été faite, mais je pense que ce n'est pas tellement l'analyse. Enfin, les gens qui ont fait les résumés, on va dire les synthèses, c'est la décision. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la réponse qui est attendue au-delà de la... Je faisais la distinction tout à l'heure entre la restitution et la reddition des comptes. Devoir restituer une démarche, un débat, c'est la manière dont on dit, voilà ce qu'on s'est dit, est-ce que tout le monde est d'accord, est-ce que tout le monde se retrouve? Ok. Reddition des comptes, c'est rendre compte, c'est répondre à ce qui s'est dit. Alors, le devoir restitutionnel à la CNDP est clair. Nous le faisons parce que c'est le minimum.
Mais nous nous arrêtons là parce que la reddition des comptes, la réponse, elle doit être du décideur. Et s'il n'y a pas un mandat, une promesse claire, il vaut mieux ne pas les faire, les démarches de participation, parce que sinon elles peuvent nuire un peu à tout le monde. Donc il est clair que lorsqu'on s'engage dans une démarche de participation, la moindre des choses, c'est dire de manière très sincère, je vous consulte juste pour avoir un avis sur les caractéristiques, et non pas pour remettre en discussion le projet, mais au moins c'est clair. Il faut juste être clair et expliciter le deal, on va dire, dès le départ. Voilà. Et ensuite, se tenir à quoi on s'est engagé. Donc, notamment à répondre et apporter des réponses argumentées, qui ne disqualifient pas les personnes en disant « vous n'avez pas bien lu, encore une fois », non, toutes ces choses-là. Parce que ça, c'est une manière de disqualifier aussi la parole citoyenne qui est problématique. Mais bon. On vous laisse peut-être poursuivre et puis on reviendra aux questions. Oui, alors... Quant à votre, je dirais, rôle initial, qui est d'organiser le débat sur un certain nombre de décisions, ok. Mais quelles sont les limites pour que les décisions soient prises, in fine? Comment l'action publique peut-elle avancer, sachant que en ce qui concerne l'État, les collectivités, la sanction, c'est le vote, un vote a posteriori éventuellement, pour sanctionner certaines décisions, et que dans d'autres cas, la sanction, c'est le juge. Mais il reste quand même que les acteurs, les décideurs doivent agir. Donc je n'ai pas bien compris dans votre propos les limites que vous portez à cette participation que je juge tout à fait indispensable. Il n'y a aucun état d'âme à avoir là-dessus. Mais si vous voulez, tel que l'on le voit dans les évolutions actuelles, dans les glissades que l'on peut constater dans toutes sortes de débats, moi j'ai envie de vous demander, mais quel sera le prix de l'illusion, et oui, de l'illusion, on peut dire, des frustrations par rapport aux décisions finales qui sont prises. Comment gérer ça? Il me semble que, justement, dans le débat, les limites de ce travail-là doivent être posées pour que les choses soient claires in fine, et que tout de même les choses avancent. Une personne prend des risques. Une personne dans un groupe peut avoir raison contre un groupe. Ok? Ça peut arriver. Tout à fait. Donc, comment gérer cette frustration qui est de dire que la masse peut avoir raison contre une décision légitime d'un seul? Alors, sur la dernière question, je laisserai les personnes qui prennent les décisions seules gérer les frustrations qu'elles ont créées. Donc, c'est à eux de voir comment ils gèrent les situations dans lesquelles, voilà. C'est pas à la CNDP, non, mais pour être plus sérieusement. Vous avez complètement raison, parce que la participation, la démocratie participative n'est pas là pour retarder les projets, ni pour retarder la décision. Faut-il encore que la décision arrive? Parce que quand on a un débat public, et 8 ans après, l'enquête publique ne s'est même pas ouverte, ou la décision n'est pas prise, ou 12 ans après, on dit, mais est-ce que vous voudrez quand même comprendre où en est le projet? Je ne sais pas, ça a été arrêté, la décision politique, pour le changement de bord politique, et puis on a peu de financement. À un moment donné, ce qui bloque les projets, ce n'est pas la participation. Pour une raison simple, parce que nos délais sont encadrés par le code. On ne peut pas dépasser les 4 mois de débat. Nous devons rendre les comptes rendus dans les 2 mois qui suivent. Point barre, le débat est clos. Il y a la continuité, enfin, il y a tout un tas de démarches après qui sont encadrées. Et si le projet ne continue pas, c'est pas à cause de la participation. Donc à un moment donné, les projets ne doivent pas être retardés si
ils sont aussi socialement acceptés. Donc, une fois que la participation a été faite, que les réponses ont été apportées, faut-il encore que la décision suive. Depuis 7 ans que je suis à la CNDP, ce que je vous ai dit, le 8 ans entre un débat public et l'ouverture de l'enquête publique, c'est presque une moyenne. C'est quand même énorme. Donc, il signifie que quelque chose dans la chaîne de la décision administrative et politique ne marche pas ou ne marche pas suffisamment bien. Donc, pas sur le dos de la participation, s'il vous plaît. Le manque de décision sur certains projets, ça me paraît quelque chose d'important à dire. Et donc, merci d'avoir pointé cela, effectivement. Donc, il y a des limites, effectivement, à la participation. On ne peut pas faire des débats éternellement. Sur la gestion des frustrations, nous avons constaté que plus une réponse est argumentée, plus un décideur dit « je ne prends pas cette option technique parce que vous n'avez pas suffisamment pris en compte que, par exemple, cette option que vous préférez pour vos mobilités du quotidien, en fait, a beaucoup plus d'impact sur la biodiversité ou d'autres choses. » Lorsqu'il argumente, les noms qu'on a sont mieux acceptés et mieux perçus par les populations. Lorsqu'on a des réponses qui font un recto verso, qui ne sont pas argumentées, là, ça passe pas ou ça passe mal. Donc, on préconise vraiment beaucoup, le maître d'ouvrage, de dire vous avez toute la latitude, la marge de manœuvre, parce que c'est pas une obligation de prendre en compte tout ce qui ressort, ça c'est clair. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne dites pas pourquoi, c'est pire, c'est la catastrophe. Donc, choisissez ce que vous considérez bon pour vous, pour le projet, pour la société de référence, etc. Mais justifiez-le. Et on se heurte encore trop souvent à des choix qui ne sont pas suffisamment argumentés ou explicités ou même transparents. On en a encore à devoir écrire des lettres à des maîtres d'ouvrage pour qu'ils publient des données qui sont censés nourrir la concertation et qui ne nourrissent jamais. Puis ils se plaignent si des oppositions continuent vis-à-vis d'un projet. Mais commençons par un truc de base qui est la transparence. Donc vous voyez là, les frustrations, elles sont quand même mieux gérées quand on explicite. Après, il y en aura toujours, mais c'est le deal de départ, encore une fois. Si vous avez aussi un tiers garant indépendant qui dit voilà les règles, sachez que la règle de départ est celle-là. Le maître d'ouvrage n'est pas obligé de prendre tout, mais nous sommes là pour créer un cadre d'échange fructueux, propositif, donc pour mettre toutes les personnes dans les conditions de pouvoir s'exprimer et le maître d'ouvrage de retirer le mieux tout ce qu'il peut prendre, ça aide quand même. Et ça, c'est très important. Donc, il faudrait aussi réfléchir au fait que si on veut organiser des démarches de participation juste pour un embellissement, c'est peut-être ça vaut peut-être pas la peine. Mais voilà, sur la gestion des frustrations, ce qu'on a constaté, nous, dans notre pratique de 25 ans. Je vais encore intervenir. Rémi. Oui, vous avez beaucoup insisté sur le code de l'environnement et on a l'impression qu'il y a des thématiques, je pense à la fin de vie et puis d'autres thématiques qui sont liées. Vous avez été mobilisé sur la précarité alimentaire. Tout à fait. Il y a vraiment des questions sociales ou sociétales qui méritent d'être traitées, je n'aime pas le bon terme, mais pensées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mises en œuvre et puis aussi restituées bien sûr aux participants et au grand public. Mais est-ce que finalement ça va... L'expertise, quand je dis expertise, c'est expertise plus méthodologique, avec les principes. On voit bien que dans beaucoup de cas qui sont cités là, les principes que vous avez énoncés ne sont pas appliqués. Ce ne sont pas les principes de transparence, vous allez le dire tout de suite, n'est pas appliqué. Le principe d'égalité de traitement n'est pas appliqué. Le principe, enfin, tout un tas de principes qui sont des principes, j'allais dire, de bon sens quand on a l'habitude quand on pense. Et j'ai l'impression que l'acquis qui est le vôtre maintenant à CNDP mériterait quelque part d'être largement diffusé et largement aussi mis en œuvre, et vraiment dans beaucoup de situations, dans beaucoup de collectivités, sur beaucoup de problèmes, y compris les problèmes sociétaux comme celui que je viens de citer là. On reçoit de plus en plus de sollicitations. On a été sollicité par le gouvernement pour une concertation nationale sur le mix énergétique. C'est nous qui avons fait la méthode et qui avons garanti et qui avons fait la restitution. Ça, ils l'ont accepté. Ça s'est terminé récemment. Et on leur a proposé de mettre en place un forum des jeunesses, 150 centaines de jeunes, 130 in fine, de jeunes âgés de 18 à 35 ans, tirés au sort,
plus toute une démarche beaucoup plus large, parce que les questions énergétiques concernent beaucoup aussi les générations futures, notamment le choix, par exemple, sur le nucléaire, sur des nouveaux programmes nucléaires. Donc, c'est ces générations-là, in fine, qui paieront beaucoup aussi les prix des transitions énergétiques. On a accompagné le CNR Bien Vieillir, les États généraux de la maltraitance, donc le ministère de la Santé. Donc, ce sont vraiment les ministères au plus haut niveau qui nous sollicitent pour les accompagner. On a reçu encore cet après-midi, j'ai vu notre demande d'accompagnement d'un autre ministre. Donc, la CNDP commence à être un peu plus repérée. Mais en même temps, tout le monde sait que la CNDP est ce qu'elle est. Donc, quand elle s'engage à certaines conditions. Et donc, il y a peut-être aussi des conditions qui ne conviennent pas à tout le monde. Donc, je pense aussi que cette rigueur, on va dire, de la CNDP peut des fois être aussi un repoussoir pour lui proposer de garantir des démarches et des débats citoyens très larges sur des sujets d'actualité divers et variés, parce qu'on est une autorité indépendante, administrative indépendante. C'est un statut, et cette indépendance, on y est très attaché, pas pour nous, parce que plus nous sommes indépendants, mieux on garantit vos droits. Donc ça, c'est un lien direct, c'est vraiment une inférence logique presque. Alors il y en a une ici, après je remonte. Est-ce que vous risqueriez une analyse sur les raisons pour lesquelles on maintient la démocratie représentative malgré une demande croissante de démocratie participative? En fait, je vais vous surprendre, mais moi je ne suis pas convaincue qu'il y ait une demande croissante de démocratie participative. En revanche, je pense qu'il y a une demande croissante de peser sur les décisions, ce qui n'est pas la même chose. On peut avoir envie de peser la décision sans forcément rentrer dans un processus de participation. C'est une prise en compte plus large qu'on demande de peser de manière aussi plus directe. Ça peut être la démocratie participative, mais ça peut être la démocratie directe, donc le référendum, qui est l'outil par excellence de démocratie directe, comme en Suisse, ça peut être plein d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a une vraie demande de peser davantage et de rééquilibrage un peu des asymétries au sein de la société, ça oui. Et voilà. Sur le reste, moi, je suis très attachée aussi à la démocratie représentative au sens des engagements politiques des personnes, du rôle des syndicats, des corps constitués. C'est pour ça que je disais que ça mériterait une réflexion sur aussi dans le cadre des nouvelles institutions, de quel est le rôle des partis, du militantisme, de l'engagement citoyen, quel est le rôle des syndicats dans le futur, des différents corps intermédiaires, pas que les syndicats. Voilà. Mais ça, voilà, on pourrait parler aussi de la crise, on va dire, des grandes idéologies, quand on nous raconte qu'il n'y a plus de droite, plus de gauche, plus, voilà, tout, ça vient aussi de toutes ces choses-là, comment on repense les grandes narrations, comment on considère que l'idéologie, ce n'est pas un grand mot, mais c'est un gros mot, c'est une pensée de l'homme pour l'homme. Et si on revient à l'idéologie ainsi appréhendée, on a peut-être des nouvelles formes d'idéologie au sens positif du terme, idéologique, à remettre en place. Et pour moi, c'est une réflexion qui va au-delà qui ne concerne plus du tout la CNDP ni la démocratie participative, mais qui est au cœur, en fait, actuelle et qui est urgente, qui est vraiment urgente, à mon sens. Oui, j'avais une autre question du coup, un peu dans la continuité. Vous avez parlé de la Convention citoyenne pour le climat, qui était quand même un exemple un peu de démocratie participative. Tout à fait. Très bien organisée, avec 150 décisions qui ont été, du coup, qui n'ont pas été prises, puisqu'ils n'ont pas suivi les faits. Quelques-unes, oui. Prises, mais voilà. C'est 10% à peu près, je crois, des décisions qui ont finalement été actées dans la loi, simplement. C'est déjà pas mal. J'ai vu un documentaire l'autre jour qui parlait donc de cette convention, et Cyril Dion, qui était un des garants de la convention, disait que, en fait, à la fin, ce que je ne savais pas, à la fin, les participants avaient la possibilité soit de mettre la délibération dans les mains des députés, et enfin, de l'autorité, des représentants de l'État, soit de passer par le référendum. Elles n'ont pas voulu passer par le référendum. Et pourquoi ? En argumentant que les gens ne connaissent pas le sujet et donc du coup ils allaient... voilà, on en a fait des... Et voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Alors moi je ne comprends pas, ça me taraude depuis que j'ai vu le documentaire,
quel est le biais psychologique derrière qui fait qu'à un moment donné, on se dit « Ah bah, l'autre connaît moins bien le sujet que moi, je ne vais pas lui laisser la possibilité ». De la même manière qu'on a souvent tendance, et particulièrement avec nos institutions verticales de la Ve République, dans les manifestations, on manifeste Macron l'émission, on ne dit pas « je suis contre ça », enfin, on n'argumente pas plus que ça. Comme si tout était dans la main d'un seul groupe d'élus presque de droit divin, et finalement, quand ils se trompent, alors il faut les décapiter. Non, je pense qu'on a déjà le fait que cette convention existait, c'est un truc énorme, donc ça fait quand même énormément bouger les choses et bouger les lignes. Mais elle paye un peu le prix d'avoir été une expérimentation démocratique, parce qu'on n'a pas pensé, aussi parce qu'elle n'était pas garantie au sens des vrais garants tiers, qui n'avaient pas un parti pris, qui connaissaient les questions de participation, dire mais attendez, juridiquement, est-ce qu'on essaie de la cadrer un peu? Et si on imaginait, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on se met d'accord d'abord sur quels seront les résultats? Est-ce qu'on fait un passage maxi-public à un moment donné? Il y a deux, trois choses qui auraient mérité peut-être d'être réfléchies en amont pour sécuriser ça. Parce que vous voyez, c'est là, après quand on le met en place, ces démarches-là, on fait un peu des fois des mini-experts, des citoyens un peu, on pense qu'ils sont là comme tabula rasa, comme disaient les latins, des gens à forger, qui n'ont pas de point de vue, qui n'ont pas de point de vue partisan, parce qu'il ne faut surtout pas avoir un point de vue partisan. Donc ça, c'est aussi une des limites des conventions citoyennes, le fait de vouloir un peu le mythe de ce citoyen sauvage qui viendrait sans aucun parti pris, qu'on aura formé et informé. C'est quand même enfin, ça questionne en tout cas, voilà. Et effectivement, et comme par hasard, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ben non, la grande échelle, maxi-public, il n'a pas fait tout le cheminement, donc il n'est pas mis dans la même condition d'éclairage, donc il ne sera pas d'accord, on n'arrivera pas à l'embarquer. Alors que l'objectif sur les questions climatiques, c'est d'embarquer le plus grand nombre. Donc, comme quoi la méthode n'est jamais neutre. Qui veut intervenir encore? Merci pour l'ensemble de cette présentation qui est très intéressante, très pédagogique et qui nous permet de nous projeter un petit peu dans des temps à venir. Le sens de ma question est tout simplement en contrepartie de ce que vous expliquez. Plus proche. Pardon. Le sens de ma question, c'est: j'ai eu la chance de participer, de travailler au Comité national de développement durable en d'autres temps, qui était une forme de discussion, de partage des visions qui ressemblent étrangement à ce que vous présentez. Et la question qui me vient en vous entendant, c'est comment entend-on, finalement, in fine, parce que dans ces cercles-là, on est quand même sur des réflexions très proactives, qui ne concernent pas forcément encore directement, enfin intellectuellement, en termes de conscience, l'ensemble du citoyen. Comment fait-on, quand on est décisionnaire de terrain, pour entendre les majorités silencieuses? Oui, c'est un peu la raison. La raison pour laquelle nous avons introduit le principe d'inclusion, justement, c'est si vous vous référez aux majorités silencieuses qui sont en général favorables, enfin, ou alors celles les plus éloignées de la décision. Je n'ai pas bien compris si ces majorités silencieuses sont celles qui, par exemple, seraient d'accord avec un certain projet, donc ne prennent pas la peine de venir, et ce qui mobilise, ce serait que les opposants. C'est à ces majorités silencieuses-là que vous faites référence, ou à une majorité qui ne parle pas, peu importe quel est son point de vue. L'exemple des Gilets jaunes en est un exemple, si vous voulez. Vous y avez fait allusion à l'instant. Ils n'ont pas été très silencieux quand même. Ouais. Non, mais a posteriori, J'adore. Le sens de ma question, alors, pour le coup, c'est quand on a instruit une vision, le temps de la pédagogie, comment se fait-il auprès de justement cette question du changement d'échelle? Le temps de la pédagogie, comment ça se fait? Parce qu'on instruit évidemment des visions très, très avant-gardistes, qui sont pleines de bon sens, qui sont dignes d'intérêt, mais par contre, la pédagogie qui doit accompagner ce changement d'échelle n'est jamais fait. Oui. Pas forcément bien fait. Non, je vois mieux ce que vous voulez dire, pardon. Je vois mieux ce que vous voulez dire, oui. Quand on a réalisé le forum des jeunesses sur la question de mixte qu'on a garanti,
j'étais frappée de voir comment les jeunesses mettaient le doigt sur ça, disaient mais nous on est vraiment acquis hein, à la question de l'urgence climatique, énergétique. Juste, il y a un énorme problème d'information, pas tellement de pédagogie, vraiment d'information de ce qui existe, de ce qui est possible, de quels sont vraiment le mur vers lequel on va, vers tout un tas. Vraiment, j'étais étonnée de voir comment ils mettaient le paquet sur toutes les mesures qui relevaient de l'incitation, de l'accompagnement et de l'encadrement, sur l'efficacité énergétique, sur tout un tas de dispositifs pour mieux isoler, pour mieux chauffer, sur tout un tas de choses. Et l'information au sens large, au sens de l'éducation, de l'incitation, de l'encadrement, de l'accompagnement. Donc il y a un véritable besoin d'embarquer le plus grand nombre, même sur des questions, on va dire, de base, qui touchent les transitions et l'environnement. Et cela dit, le public est aussi beaucoup plus informé des fois qu'on le croit, ou en tout cas beaucoup plus sensible et sensibilisé ou prêt à s'ouvrir à certains sujets. Et deuxième élément, c'est aussi que souvent, quand on pense par exemple aux Gilets jaunes ou à un public plus large, on pense qu'il faut tout d'abord leur faire de la pédagogie, c'est un mot que j'ai entendu souvent, mais même dans l'actualité par rapport à la réforme politique, ce fait de faire la pédagogie. La pédagogie, c'est quand même quelque chose, comme la formation, c'est un double sens. Enfin, vous vous donnez autant que vous prenez aussi. Et si vous voulez que donner et ne rien prendre au sens de compréhension vraiment de tout un tas d'informations divers et variées que les publics peuvent vous apporter, c'est quand même problématique. Les Gilets jaunes, dans leur modalité, étaient pour certains très violents, très rudes, mais il était en train de faire une sacrée pédagogie, si je peux me permettre, de dire des choses très claires, très nettes. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut aussi savoir être dans ce partage, dans ce mouvement bidirectionnel lorsqu'on fait de la pédagogie et de l'information, parce que cela est nécessaire. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que nous apprenons d'abord à lire et ensuite à écrire, d'abord à assimiler et ensuite à produire, d'abord à écouter et ensuite à parler. Donc des fois on gagnerait peut-être dans les démarches voilà, aussi de dialogue social à décliner la pédagogie autrement. Voilà. Petite question. Ça fait la transition avec ce que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous avez une ou deux références bibliographiques à nous donner sur la méthode d'organisation de débat, ou est-ce que la CNDP met en ligne des outils, des ressources Oui, on a publié pas mal de choses et on va publier dans les prochains jours une chose qui s'appelle le catalogue des outils. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que nous n'avons pas la boîte, on ne va pas donner des boîtes, des méthodes. Enfin, la méthode, en elle-même, toute seule, elle ne marche pas si derrière on n'a pas un engagement fort, intergarant, une vision de la participation. Donc, aucune méthode sauvera un projet et une réunion si derrière il n'y a pas une certaine vision de la participation, une manière de l'incarner et une manière de s'engager derrière pour le maître d'ouvrage, etc. Donc oui, on les a, mais avec cette alerte forte que tout d'abord, la participation, on manie un exercice démocratique. C'est une question démocratique et donc on manie des principes surtout. Et donc, ce n'est pas que des méthodes, mais on les a. Merci infiniment. Je vois que vous applaudissez. Pour la qualité de notre prestation, parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose de